Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Merci d'être avec nous, délégué du parti En Marche. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai que vous êtes à ce titre associé à toutes les décisions, toutes les orientations du gouvernement. Vous êtes au cœur vous êtes au centre des décisions gouvernementales. Je voulais vous faire entendre ce matin cette dame qui était tout à l'heure dans la matinale de LCI sur le vif. Il est 6 h du matin. Elle est épuisée. Elle attend Gare de l'Est à Paris et elle vous en veut à vous. On l'écoute. Regardez comment ils sont, à quelle heure ils viennent, les pauvres. Il y a des mamans, il y a des handicapés. Regardez, moi je suis opérée de mon genou. Et que tu veux qu'on fasse, hein? On ne peut rien faire. J'en veux beaucoup au gouvernement. Parce que le gouvernement, ils sont au chaud. Et regardez-nous où nous sommes. Et regardez-nous, nous sommes. Oui, c'est pas gagné la bataille de l'opinion. Elle n'en veut pas aux syndicats qui bloquent. Elle vous en veut à vous, au gouvernement. Il y a plein de gens qui galèrent, il faut penser à eux, c'est vrai. Je vois les centaines de kilomètres de bouchons, je vois ceux qui partent 2 heures avant leur horaire de travail pour pouvoir y parvenir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui veulent que ça change, qui n'acceptent pas le système actuel, qui n'acceptent pas l'idée que les femmes puissent être défavorisées, que quand on a une carrière courte, on puisse être le grand perdant du système de retraite actuel, quand on a une carrière hachée, quand on a une petite rémunération. Et je crois que pour tout cela, il faut aussi que l'on engage une transformation. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans et demi. Et donc, on va résolument essayer de redresser notre pays. Quand on a pris nos responsabilités, la situation n'était pas bonne. Aujourd'hui, on recrée des emplois. On est en train de profondément transformer le pays. D'accord. Vous vous adressez nous très clairement, pardon. Nous engageons dans un rythme de réforme qui est important. Bien sûr, ça entraîne de l'inquiétude, de la colère, mais il faut penser à tous ceux qui veulent que ça bouge. Pardon, c'est le message à la majorité silencieuse. Vous dites, il y a aussi tous ces Français qui veulent une réforme. Cette dame, elle veut peut-être une réforme, mais elle veut aussi que les blocages cessent. La CGT menace de bloquer à Noël. C'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui ont pris des billets de train, par exemple, dans l'espoir de se réunir pour ce moment qui est très important dans l'année, se disent que cette réforme, ces blocages provoqués par cette réforme, va peut-être les en empêcher. Personne ne peut accepter cette situation. Et c'est la raison de blocage. C'est pour ça que nous discutons. C'est pour ça que, au moment même où le Premier ministre a donné des indications sur ce qu'allait être la réforme des retraites, on a tout de suite enchaîné les discussions avec les organisations syndicales, des enseignants, au sein des entreprises, SNCF, RATP. Parce qu'il faut qu'on trouve maintenant les solutions. Il faut qu'on construise. Personne ne peut accepter qu'à Noël, on ne puisse pas se réunir en famille. Oui, alors qu'est-ce que vous dites? Là, on voit bien que le gouvernement a haussé le ton. On voit bien que le gouvernement a haussé le ton contre la CGT hier, puisque Elisabeth Borne a même parlé d'irresponsabilité. Oui, je vois que les organisations syndicales ne sont pas toutes d'accord, d'ailleurs, sur l'idée de faire grève à Noël. Et donc, on essaie de trouver des solutions. Vous savez, il y a beaucoup de concessions qui ont été apportées dans cette réforme des retraites. Eh bien, que nous avons pris en compte les attentes de beaucoup d'organisations syndicales, notamment en mettant en place une transition longue pour les cheminots. Je pense à eux. Aujourd'hui, il y a à peu près 20% des cheminots qui seront concernés par la réforme qu'on construit. Beaucoup d'entre eux seront accompagnés. 1 sur 5. Oui, exactement. Parce que nous avons fait le choix de ne pas passer en force. Nous avons fait le choix de ne pas avoir un rythme de transition qui soit brutal. Donc vous voyez, depuis 2 ans, nous avons beaucoup écouté les organisations syndicales. Nous avons pris beaucoup de ce qui étaient leurs revendications. Je pense aux questions de pénibilité pour inscrire une idée simple. Nous voulons construire un système universel, mais nous allons continuer à prendre en compte la spécificité de chaque métier. Ça, c'est ce qu'on appelle écouter les organisations syndicales. Vous voulez bien que je vous pose des questions? Mais bien sûr, mais je vais vous répondre de façon complète. Vous déroulez, j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans 10 minutes, vous serez tout seul. Vous tapez sur la CGT, je l'ai dit, c'est Elisabeth Borne hier qui l'a fait. Mais il n'y a pas de volonté de taper sur la CGT. Je crois qu'on n'est pas dans la confrontation, on est dans la discussion, dans l'échange. Et le Premier ministre a indiqué que sa porte était ouverte. Quand vous traitez la CGT d'irresponsable de menacer de bloquer à Noël. Mais vous me posez la question il y a 1 minute sur la situation des familles qui sont bloquées, qui ne pourront pas se réunir. Oui, ça n'est pas responsable que d'accepter l'idée qu'au moment des fêtes, les uns et les autres ne puissent pas se retrouver, profiter de ce moment-là. Et donc, nous disons que nous allons continuer la discussion avec les organisations syndicales. Nous pouvons accompagner cette transition. Alors, par exemple, vous lâchez, alors vous tapez d'un côté sur la CGT en disant arrêtez, laissez les Français aller passer Noël tranquille. Et pardon, vous lâchez de l'autre, c'est factuel, puisque Christophe Castaner a promis aux policiers hier que finalement, ce serait pour eux, comme pour les militaires par exemple, ce serait le
statu quo. Mais nous Le avons dit statu quo pour nous le avons régime dit des retraites. que ceux qui exercent un métier dit régalien, ceux qui protègent la sécurité, la liberté de déplacement des Français, eh bien, pour eux, nous allons prendre en compte la pénibilité, le caractère particulier de leur métier et effectivement garder une possibilité de partir à la retraite beaucoup plus tôt que les autres. Et je crois que c'est la justice que de faire cela et chaque Français pourra le remarquer. Même pour ceux qui ne sont pas sur le terrain. Oui, Au départ, la réforme, mais c'était aujourd'hui, vous savez, pour je les crois policiers que sur le terrain. tous les on policiers n'aménage aujourd'hui pas. sont d'une certaine façon des cibles. Vous savez suffisamment la situation du pays, la situation de dangerosité actuelle. Et donc je crois que c'est de la justice que de faire cette annonce-là. Mais pour les autres, je vous fais remarquer que oui, nous avons pris en compte beaucoup de demandes des organisations syndicales. Ils demandaient, et je pense notamment aux entreprises, RATP, SNCF, des transitions longues pour pouvoir être accompagnés dans le nouveau système. C'est exactement ce que nous avons fait. Parfois, nous avons la critique inverse d'une certaine façon en disant, au fond, vous êtes un petit peu mou, vous n'allez pas suffisamment fort. Non, nous, ce que nous voulons faire, c'est bâtir un système de retraite universel. Ça veut dire pour tout le monde, mais en même temps, nous ne voulons pas avoir une transition brutale et je crois que c'est le bon chemin pour construire cette réforme. Stanislas Guerini, on en parlait, il y a ce geste fort pour les policiers qui a été concédé hier par Christophe Castaner. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je voudrais qu'on aborde le sujet qui fâche aujourd'hui, notamment la CFDT, c'est l'âge pivot. Hier matin, Gilles Legendre, qui est le patron des députés En Marche à l'Assemblée, a une phrase forte. Il a dit, solennellement, je le dis, rien n'est décidé sur l'âge pivot. Alors, la négociation va reprendre d'abord un élément de calendrier. Matignon a dit qu'elle recevra les syndicats. Édouard Philippe en personne, d'ailleurs, ou pas? Oui, je crois que c'est normal de le faire comme ça. Édouard Philippe l'a indiqué depuis le début. Sa main est tendue le plus vite possible. C'est-à-dire avant mardi? Je crois qu'il faut le faire en début de semaine prochaine. Ça peut se faire dimanche, par exemple, lundi? Vous savez, on est dans un moment important. Vous nous interrogez tous et toutes sur le blocage du pays. Donc oui, il n'y a pas de jour férié d'une certaine façon pour la négociation. Il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. Avant mardi. Parce que l'on doit sortir de cette situation de blocage. Je crois que chacun le souhaite, y compris les organisations syndicales. Et donc oui, la discussion est ouverte. Sur l'âge pivot, Nous avons dit quelque chose de très simple. Ouais. Je voudrais le rappeler ici pour pas qu'il y ait de confusion. Nous avons dit qu'il faut que notre système de retraite soit à l'équilibre. Sinon, on fait payer les générations futures. Et je crois que c'est une idée qui peut faire consensus dans notre société. Alors après, il y a différents chemins pour arriver à cet équilibre-là. Et le gouvernement, le Premier ministre, a indiqué, nous, on met une solution sur la table. On met une solution sur la table, on l'écrit, c'est de progressivement mettre en place un âge d'équilibre qui, soit dit au passage, correspond exactement à l'âge de départ moyen des Français à la retraite. On part avant, on a un malus. Aujourd'hui, on part à 63,4 ans en moyenne à la retraite. En 2025, ça sera 64 ans. Et donc nous, c'est justement d'arriver en 2027, vous voyez, 2 ans plus tard, à cet âge d'équilibre. On part avant, on a un malus. On part après, on a un bonus. Et on a un malus jusqu'à la fin de la retraite. Jusqu'à la fin de la retraite. Non, parce que hier, c'est vrai que Sibeth Ndiaye a fait une confusion. Oui, bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut se tromper, mais est-ce que c'est... Je vais essayer d'aller au bout, Elisabeth Martiaux, parce que on va reprendre. vous nous demandez de la clarté, il faut le faire. On est encore ensemble. Juste, c'est vrai que c'est un peu troublant qu'un membre du gouvernement semble ne pas connaître une règle que le gouvernement veut imposer à tous les Français. Vous savez, je vais vous faire une confession. Quand on se retrouve dans des matinales comme ça, c'est parfois pas facile, c'est parfois stressant. Tout le monde peut se tromper. Et puis on peut faire des erreurs. Voilà. Et je crois que Sibeth Ndiaye, elle porte parfaitement la parole de ce gouvernement. Elle est au contraire extrêmement pointue dans la maîtrise des dossiers et ça arrive à tout le monde. Alors ce que vous nous dites, c'est que l'âge pivot... Pardon, mais nous, on a mis une option sur la table. C'est celle-là. Et on dit aux organisations syndicales... Vous pouvez en trouver une autre. Vous pouvez en trouver une autre. Ouais. Et donc, on va se donner le temps de la discussion. L'option que le gouvernement a mise sur la table, ça démarre en 2022. Vous voyez, on a jusqu'à 2022 pour discuter. Qu'est-ce que ça peut être cette autre... Qu'est-ce que ça peut être, cette autre Mais il y a beaucoup de modalités. Solution. Nous, on a dit ce qu'on ne voulait pas. Ce qu'on ne veut pas, c'est de diminuer les pensions de retraite. Je crois que chacun peut le comprendre. Ce qu'on ne veut pas, c'est augmenter les cotisations, parce que c'est le contraire de la politique qu'on mène depuis le début du quinquennat. C'est-à-dire une politique pour le pouvoir d'achat des Français. Et donc, augmenter les cotisations, c'est baisser le pouvoir d'achat. Donc, on a dit, dans les options, il y a effectivement travailler un peu plus longtemps. Mais il y a plusieurs modalités possibles. Il y a l'âge d'équilibre qu'on a mis sur la table. Il y a l'allongement de la durée de cotisation, où on accélérerait éventuellement la durée de cotisation. Ça, c'est une option
possible. Peut-être que les organisations syndicales peuvent préférer cela. Et donc, elles doivent discuter entre elles et nous faire des propositions pour se dire, au fond, à partir du moment où on se dit le système doit être à l'équilibre, y compris, je le dis au passage, sans avoir l'obsession que tout soit à l'équilibre en 2025. C'était une concession pour les organisations syndicales. Oui, donc, il y a des options qui sont sur la table. Alors, il faut en discuter et nous, on sera ouverts. La CFDT n'a cessé de dire, depuis des semaines et des mois, il ne faut pas de mesures financières dans la loi, on peut équilibrer en puisant dans les réserves. Et c'est vrai qu'il existe une réserve, ça s'appelle le fonds Jospin. Je crois qu'il est doté de 35 milliards d'euros. Alors, est-ce que parmi les solutions alternatives à l'âge pivot, il pourrait y avoir, tout ou partie, la capacité de puiser dans ces réserves, Stanislas Guerini? Que l'utilisation des réserves soit une option que les organisations syndicales peuvent étudier. Moi, j'en suis tout à fait ouvert. Sinon, on ne serait pas cohérent avec la position de dire on discute, vous nous proposez des alternatives. Donc oui, je vais vous répondre de façon très complète. Ce sont des sujets un tout petit peu complexes. Oui. Il faut répondre de façon complète. Les réserves, l'utilisation des réserves, ça couvre 3 ou 4 années de déficit globalement du système. Donc on voit bien que en soi, l'utilisation des réserves, ça ne peut pas répondre complètement au problème. Ces réserves, elles ont été créées pour justement couvrir les bonnes et les mauvaises années. Donc, ça doit être dans la discussion qu'on a, ça peut être dans le panier. Ce à quoi je ne crois pas personnellement, c'est que la seule utilisation des réserves règle notre problème. Voilà, pour être très clair. Mais ça peut être une partie de la solution. Que les organisations syndicales, que la CFDT puisse nous fassent des propositions en disant nous on veut un bout des réserves, l'âge d'équilibre, peut-être l'allongement de la durée de cotisation. Ça, c'est sur la table de discussion et de négociation. On doit en discuter. C'est exactement ce que le Premier ministre a proposé. Donc ça, c'est nouveau, c'est intéressant. Vous dites, pourquoi pas ne pas mettre dans le panachage des solutions alternatives à l'âge pivot la capacité de prendre une partie des réserves. C'est un geste vers la CFDT. On a mis, Stanislas Guerini. Juste que vous me compreniez bien. Non, mais ça, on a compris. On a mis une solution sur la table. S'il n'y a pas d'alternative proposée, c'est cette solution qui s'applique. Pour le reste, nous sommes ouverts. Alors, voilà je vais plus loin. Est-ce que la notion d'âge pivot à 64 ans, ce principe-là que vous avez posé et qui a mis la CFDT en fureur, est-ce que l'évocation de ce principe pourrait ne plus figurer dans la loi cadre ? Parce que vous vous seriez mis d'accord avec les organisations syndicales sur autre chose. Moi, je crois qu'on doit tenir la méthode qui est la nôtre. La méthode qui est la nôtre, c'est de dire on met en place une gouvernance pour gérer ce système de retraite dans lequel il y aura les organisations syndicales. Oui. C'était une demande très importante qu'elle nous avait formulée et on y a donné suite. Et donc, on a accepté d'avoir cette méthode de dire, nous, on écrit dans la loi ce qui est l'option si on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est cette option, ça ne sera pas d'autre option. L'option qu'on a mise sur la table, c'est cette option. Elle a été présentée. Maintenant, vous voyez bien que ce matin, je vous dis, on peut discuter de la façon de rééquilibrer le système aux organisations syndicales de nous présenter leurs propositions. On vient d'en évoquer quelques-unes et on en discutera. Mais le plan B, si je puis dire, lui, il est inscrit dans la loi cadre. C'est comme ça qu'on a proposé à tout le monde d'avancer. Donc à la question, est-ce qu'il est envisageable que ça ne figure pas dans la loi cadre, cet âge pivot, vous me dites ce matin, non. Non, l'option qui a été posée, vous êtes très rationnel, le gouvernement. Vous êtes très rationnel, vous êtes très raisonnable. Vous dites non, laissez-moi finir. Pour les il faut Français, prendre des responsabilités. Sinon on leur ment. Voilà, il faut prendre ses responsabilités, assumer les décisions douloureuses, d'accord. Mais si dans une semaine, Stanislas Guerini, si dans 15 jours, si dans 3 semaines, vous êtes obligé de capituler parce que la France est paralysée, toute cette rationalité, toute cette orthodoxie budgétaire, elle sera balayée. Ça rime à quoi ? Mais c'est pas de l'orthodoxie budgétaire. Ça rime à quoi ? Ce n'est pas de l'orthodoxie budgétaire, Elisabeth Martichoux, que de vouloir que notre système de retraite, dans lequel les jeunes ne croient même plus. Moi, c'est ça qui me frappe. J'ai fait une réunion dans ma circonscription, il y a des jeunes qui vous disent moi, de toute façon, on est en train de discuter d'un truc qui n'existera pas pour moi. Donc, c'est pas de l'orthodoxie budgétaire que de vouloir proposer un système qui soit robuste et qui soit durable. Mais donc, équilibré. C'est quoi quand les Français n'acceptent pas une réforme ? Mais vous savez, je crois que les Français veulent que l'on mette fin aux régimes spéciaux de retraite, que l'on mette en place un système universel et que l'on garantisse à tous
un système de retraite pour ses vieux jours. Je crois que ça, c'est une demande des Mais si, Français. pardon. Regardez les études d'opinion, puisque vous faites référence à ça. Eh Oui, il y a bien, un attachement que disent, à ce que, que disent les études à ce que l'on d'opinion, puisse précisément mettre fin à que ces les Français, régimes à ce stade, ne veulent pas spéciaux. de la réforme. À ce stade. Moi, c'est pas ce que je vois. Je crois que quand on regarde les différents éléments qu'on propose, ça peut créer de l'adhésion. Et donc D'accord, nous donc ils voulons disent, mettre on en veut place plus- ce système. Mais depuis soutient les grévistes, des années, c'est ce qu'ils disent. oui, mais ne confondons pas tout. Mais depuis des années, on recule parce qu'on a peur de dire la vérité aux Français. Vous savez, le président de la République, il a une caractéristique. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Et ça, c'est vrai. Est-ce que je peux Depuis le être début un tout du petit peu quinquennat. familière et vous dire, mais s'il termine en chaussettes, Emmanuel Macron, eh bien, Mais ça rimera à quoi? c'est Le notre coût politique pays, de cet entêtement Elisabeth sur l'âge pivot. C'est notre pays qui est en chaussettes aujourd'hui à force de ne pas prendre Est-ce- de décisions claires, de ne pas dire la vérité aux Français quand on fait des réformes. Mais Et donc, l'âge nous pivot, avons l'âge cette pivot, méthode-là qui l'âge consiste pivot. à tout mettre sur la table L'âge maintenant. pivot, vous pourriez pas Mais lâcher. Elisabeth Martichoux, ça aurait été tellement facile que le Premier ministre dise on oublie tout ce qui fait débat, tout ce qui est compliqué. On verra ça demain. Concentrons-nous et faisons le sucre, si je puis dire maintenant. Le sel, ça sera pour plus tard. Ça fait Plus tard, plaisir. avec la Ça fait présidentielle, plaisir c'est vrai à que ce sera personne de travailler un peu plus longtemps. Bien sûr que c'est un sujet qui génère de l'inquiétude quand on parle des retraites, évidemment. Mais nous l'assumons parce que je crois que ce pays a manqué effectivement de direction dans la manière dont les choses étaient administrées. Et ça, c'est une méthode qui est aussi différente. Alors, il y en a un qui serait content si vous échouiez, on peut le dire comme ça, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui appelle à une mobilisation géante, mardi. On est 1,5 million, 2 millions dans la rue le 17, ça change tout. Quoi que veuillent les uns ou les autres, ça change tout. Parce qu'il y a un rapport de force qui atteste de la profondeur et l'enracinement de la lutte. Voilà, c'est le patron de France Insoumise qui appelle à un méga rassemblement, 1,5 million, 2 millions de Français, dit-il. Pas la première fois d'ailleurs qu'il appelle à ce type de rassemblement, mais c'est son ADN politique, on le sent bien, cette lutte sociale. Son ADN politique, c'est de vouloir l'échec de ce gouvernement, l'échec d'Emmanuel Macron. On le voit bien à chaque fois, il a remis en cause la légitimité même de notre élection. Pour tout cela, au fond, on est arrivé au pouvoir par effraction. Ils veulent que nous échouions. Et ce que je vois, c'est qu'à chaque fois, Jean-Luc Mélenchon essaie de se refaire la cerise politiquement, en profitant des colères, en attisant les inquiétudes des Français. Toutes les digues sautent. Il donne des brevets d'humanisme à Marine Le Pen. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est la conjonction des oppositions. Mais nous ne sommes pas là-dedans. Nous voulons l'intérêt général du pays. Moi, vous savez, il y a 3 ans, je ne faisais pas de politique. Et si je suis venu, c'est pas pour raconter des bêtises aux Français, Ça vous pour attiser les impressionne pas, colères. son appel C'est pour essayer de faire avancer notre pays. Ça vous impressionne pas, son appel? Moi, je ne suis pas impressionné par Jean-Luc Mélenchon. Je suis à l'écoute de celles et ceux qui manifestent des colères. Et autre opposition, plus solide, elle, dans les urnes, c'est le Rassemblement national qui propose un référendum. On se dit, après tout, pourquoi pas? Si vous êtes acculé, pourquoi pas ne pas poser la question aux Français? Nous, on vous propose une réforme qui assure l'avenir, la pérennisation des retraites. Si vous n'en voulez pas, vous en paierez tôt ou tard les pots cassés, mais c'est vous qui décidez. Pourquoi ne pas poser finalement la question aux Français? Je crois que c'est une mauvaise idée pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une promesse que nous avons faite aux Français pendant l'élection présidentielle. Il y a eu ce qu'on appelle le suffrage universel, ce n'est pas rien. Nous n'avons pas avancé masqué dans notre volonté de faire cette réforme. Puis la deuxième raison, c'est que répondre par oui ou par non à une question aussi complexe que la réforme de notre système de retraite, je crois que ça ne serait pas bienvenu. Mais complexe, mais énormément commenté, Bien décrypté, entendu. décortiqué. Les Français s'en saisissent de cette réforme. Et on a Tant bien mieux, vu, d'une par certaine exemple, façon. le nombre de gens qui ont regardé TF1 à 20h, l'Édouard Philippe. C'est un sujet qui les intéresse beaucoup parce Bien que sûr, ça les concerne, bien sûr. eux, à 100% Et- tout le temps. et cela génère donc ils peuvent des peut-être angoisses. répondre à une question qu'ils ont comprise. Mais je ne dis pas Oui. que personne n'a rien compris à ce qu'on essaie de faire, heureusement. Mais ce que je dis, c'est que dès que l'on parle des retraites, ça génère forcément de l'angoisse, de l'inquiétude. Je vois beaucoup d'enquêtes d'opinion qui disent alors ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, est-ce que ça génère de l'angoisse ou pas. Mais je vois jamais la question sur notre système actuel. Faisons des sondages. Est-ce que notre système actuel, il génère de la clarté, il génère une tranquillité sur le fait de toucher sa retraite demain? Je ne crois pas. C'est intéressant aussi de voir ça. Et c'est pour tous ceux qui ne sont pas satisfaits du système actuel que nous devons justement, que nous avons le devoir de le changer.
Merci beaucoup Merci à vous. Stanislas Guerini d'avoir été ce matin sur le plateau d'LCI.